Merci à Karim pour son invitation. Je suis toujours très, très heureux de venir parler ici. Et puis avec les interventions... Vous m'entendez pas? Les interventions précédentes, il faut que je me rapproche. Ça va être un peu difficile, hein. Avec le niveau des interventions précédentes, ça fait monter la pression. Je voudrais dédier cette intervention à Frédéric Siard, qui est un ami amoureux du dessin et amoureux de l'archéologie. Deux choses dont je vais parler là pendant cette intervention. Mesdames et messieurs, c'est la première fois que le sujet proposé par Karim est tellement brûlant qu'il a changé plusieurs fois de taille, de forme et de manifestation depuis qu'il nous l'a proposé il y a un an. Depuis l'énoncé du sujet, plusieurs nouvelles IA sont apparues, le débat sur leur usage s'est amplifié à l'extrême, les positions respectives des défenseurs et des pourfendeurs se sont renforcées, au point qu'il n'est plus possible, ni même plus permis, de ne pas avoir d'avis, si possible tranché. On a vu un président de la République organiser un grand événement à la gloire de l'IA et un autre invité de ce colloque organiser un contre-événement pour dénoncer son usage. Ce qu'on a vu surtout, ce sont des responsables politiques, des penseurs, des présidents d'université, tous absolument terrifiés à l'idée de passer pour des ringards, de louper le train de la modernité, terrifiés à l'idée qu'on puisse les soupçonner d'être réacs et de ne pas plonger la tête la première dans le grand bain algorithmique. Alors je vous le dis tout de suite, au risque de vous décevoir, je ne suis ni pour l'IA, ni contre l'IA, bien au contraire. J'ai vu des images assez extraordinaires créées à partir des prompts, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu mes adolescents utiliser ChatGPT de manière très décomplexée, et ils ne sont pas devenus complètement crétins pour autant. Enfin, on verra avec le temps. J'ai testé au bureau et à la maison pour rire, beaucoup d'outils génératifs, et j'ai même pimpé certaines photos de nos bâtiments, parce que lorsqu'il manque un enfant bien peigné sur la photo de la dernière école livrée, et quand vous ne pouvez pas montrer de vrais enfants sur des photos pour des questions de droit, les enfants IA sont bien pratiques. Ce qui m'intéresse plus, c'est de regarder comment l'outil percute notre métier. J'examinerai donc ici avec vous en quoi les révolutions en marche modifient la fabrique de l'architecture. La chance que j'ai et les conséquences que je cultive, c'est d'être né dans la génération qui a connu physiquement le passage du dessin à la main au dessin à l'ordinateur. En fait, je dis la chance, mais je n'avais pas vraiment le choix. Que ce soit le dessin libre ou le dessin normé, il fallait en passer par le crayon et le rotring. Nous avions littéralement les mains dans le cambouis, ou plutôt les bouches à souffler nos têtes de rotring, avant de repartir à l'attaque de nos calques avec une lame de rasoir à la main. L'outil informatique existait déjà dans les années 90, quand j'étais à l'école, mais il était à ce moment-là réservé à des agences très riches ou à des architectes que nous considérions comme visionnaires et qui produisaient plutôt des dessins extravagants que des projets convaincants. Nous imaginions une sorte de monde merveilleux, débarrassé des taches d'encre et des zips. Pour les plus jeunes, les zips, c'était des hachures toutes faites sur autocollants que nous découpions et que nous collions sur nos plans. Donc c'était un monde merveilleux. Nous rêvions d'un monde merveilleux dans lequel nous pourrions fixer, grâce à la machine, nos rêves fluides d'architecture débarrassés des contingences. Quelques années après, nous déchantions, esclaves d'AutoCAD 14 que nous étions devenus, mais nous avons eu quelques années de tâtonnements exaltants pendant lesquels nous nous sentions comme des aventuriers à défricher du binaire, à bricoler, souris à la main, fiers d'assembler nos propres ordinateurs et un peu méprisants pour le passage à la réalité. Au tournant des années 2000, le hardware, c'est-à-dire les entrailles de nos ordinateurs, était encore accessible. Nous pouvions bidouiller, expérimenter, remplacer des pièces, pirater, bypasser, bref, nous étions encore des bricoleurs. L'informatique avait encore des limites, les logiciels avaient des bugs, mais nous pouvions les débugger. La mémoire était limitée par les supports, les disquettes, CD, etc. La deuxième époque de l'informatique au service de l'architecture a commencé à l'apparition du BIM au tournant des années 2010. À ce moment-là, les logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, avaient une vingtaine d'années d'existence et étaient débarrassés de beaucoup de scories. Ça ronronnait plutôt d'efficacité. À l'éruption du BIM, nous avons connu une première vague de terreur, rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Il fallait absolument en être, ou bien voir son agence reléguée au tréfonds de la médiocrité. Il fallait de toute urgence former les étudiants à son utilisation, au risque de les voir errer dans les limbes de l'ignorance. Derrière toutes ces injonctions, une vieille lubie du monde industriel qui a toujours rêvé de mettre la main sur le processus de production de l'architecture.
Alors, le BIM, Building Information Modeling, en clair, un modèle 3D informé, c'est le rêve de supprimer les surprises de chantier, c'est-à-dire créer un modèle informatique absolument fidèle à ce qui allait advenir dans la réalité. Et bien plus encore, il s'agissait de faire une réplique virtuelle du bâtiment dont toutes les parties du modèle informatique seraient porteuses de renseignements qui facilitent son entretien, sa maintenance, jusqu'à son démantèlement. Alors par exemple, voilà qu'une ampoule claque dans votre bâtiment tout neuf. Eh bien, plutôt que d'aller la dévisser pour en lire les caractéristiques, vous allumez votre ordinateur, vous lancez le programme BIM, vous ouvrez le modèle IFC, vous vous rendez virtuellement dans la pièce plongée dans l'obscurité réelle, vous cliquez sur le modèle de l'ampoule et apparaissent comme par miracle ses caractéristiques. Il vous suffit ensuite de commander sur Amazon, de prendre l'abonnement Amazon Prime qui vous permettra de regarder une bonne série en attendant la livraison en J+1, pour ensuite aller remplacer l'ampoule. Quel monde merveilleux où tout est maîtrisé. Et je caricature à peine le process vendu par les charlatans qui ont démarché les maîtrises d'ouvrage, trop alléchés par le dégraissage des services techniques que tout cela promettait. Bien sûr, la réalité mesquine a tôt fait de doucher froidement les ardeurs des défenseurs du BIM, pour plusieurs raisons. À commencer par le fait que tout ce process ne fonctionne que si tous ces acteurs y sont formés. Et si beaucoup d'architectes et de bureaux d'études ont fait les bons élèves et se sont formés, dont votre serviteur, il n'en allait pas de même des maîtrises d'ouvrage et des entreprises. Côté maîtrise d'ouvrage, l'investissement en informatique et en formation n'a pas suivi. Et par exemple, notre agence a pu livrer une maquette BIM en phase APS à des services techniques très compétents, mais qui ont continué à nous réclamer du papier, faute de logiciels pour lire nos modèles. Et côté entreprise, à part les charpentiers qui travaillent avec des machines à commande numérique ou quelques lots techniques assez structurés, nous avons vu peu de carreleurs ou de plâtriers ou de peintres ou de menuisiers se mettre au BIM frénétiquement. Résultat des courses, le BIM, qui est assez utile dans les phases d'études, n'a pas percé massivement dans les chantiers. D'une certaine manière, le BIM est devenu un outil parmi d'autres, utile parfois, lourd souvent, imparfait, car il n'était pas une révolution, mais plutôt une évolution dans l'outillage. À la fin, tous ces logiciels de 3D orientés objets n'étaient rien d'autre que de pesants hybrides entre des outils de dessin et des outils de catalogage raisonné du bâtiment. Au fond, ce qui est le plus détestable dans le BIM, ce n'est pas cette volonté hégémonique de contrôler le moindre pas de vis, mais cette façon insidieuse de rendre tout tellement plus simple à condition de puiser dans les catalogues de produits. En effet, les seuls acteurs capables de mettre à votre disposition des modèles tout faits de composants du bâtiment, ce sont bien les industriels qui fabriquent ces composants. C'est tellement plus simple, il n'y a qu'à piocher dans des catalogues de fenêtres, de portes, d'escaliers, et tout vous arrive en version numérique, 2D, 3D, IFC, etc. Cette façon d'envisager notre métier non plus comme un travail de projection qui fait le lien entre une idée et sa construction sur le terrain, mais comme un assemblage de produits finis, a tellement pollué le monde de l'architecture que la réglementation a entériné cette situation détestable. Le calcul du coût carbone d'un bâtiment est aujourd'hui adossé à la collecte des fiches FDES des matériaux qui le composent. Mais si un gentil enduit industriel tout prêt a une fiche FDES parfaite, un méchant enduit à la chaux préparé dans une carrière de chaux locale selon des techniques ancestrales et éprouvées n'a pas sa fiche FDES et doit se contenter de données génériques plutôt défavorables dans le calcul réglementaire. C'est la mort définitive de l'artisanat, la dernière pelletée de terre sur le savoir-faire humain dans le bâtiment, le dernier clou planté dans le cercueil de l'économie locale. Et soudain, l'intelligence artificielle. Bon, c'est arrivé assez vite finalement. On a bien vu quelques frémissements il y a quelques années avec ces programmes qui nous promettaient de caler des plans de logement en fonction de contraintes géométriques. Ici, vous avez un exemple, mais vous en trouvez à peu près un peu partout. Maintenant, c'est sous forme de plugins dans vos logiciels d'archi. Les promoteurs, à la vue de ça, préparaient des feux de joie avec nos contrats de maîtrise d'œuvre. Ou avec, on a vu aussi l'introduction assez poussive et très maladroite de la génération d'images dans les suites Adobe. Au début, on s'est dit que tout ce fatras de ChatGPT et d'IA conversationnelle, c'était finalement assez éloigné de nous, que c'était plutôt des outils dédiés au texte. Et très vite, Midjourney et ses affiliés nous ont fait comprendre que l'architecture ne serait pas plus épargnée que le reste et que ce qui se jouait n'était plus vraiment une question d'outillage ou un problème de robotisation du dessin. C'était bien plus que ça, une façon de s'immiscer directement dans le processus de projet. Et tout cela par le verbe, ou plutôt par le prompt. Car finalement, CAO, DAO, BIM, tout cela n'était que des tire-lignes numériques des rotrings de l'an 2000.
En réfléchissant, toujours dans notre petit monde de l'architecture, à ce qui différencie cette troisième révolution informatique des deux premières, donc les deux premières, la CAO et le BIM, je me suis rendu compte que ce à quoi s'attaquait l'outil numérique, ce ne sont plus nos outils de dessin, ils ne cherchent plus à remplacer nos rotrings, mais plus directement notre capacité à répondre par le dessin à des problèmes que nous essayons de formuler le plus clairement possible. En réalité, pour le peu que nous en comprenons aujourd'hui, et si on se limite aux implications pour notre métier, on pourrait classer les IA en deux catégories. La génération d'images à partir de questions et la génération automatique de plans à partir de contraintes logiques appliquées à des composants isolés. Au train où ça va, ces deux branches de l'IA pour l'architecture vont certainement fusionner, si ce n'est pas déjà le cas dans un logiciel apparu entre le moment où j'ai écrit ces lignes et aujourd'hui. En dehors de l'architecture, ma deuxième passion est la littérature. Alors voir un outil dont les commandes sont des prompts, avec lequel on interagit par des phrases intelligibles et pas par des contrôles Q ou des icônes absconses, me réjouit. Mais s'agit-il vraiment de littérature, voire de verbes ou de langage? Et est-ce que cette relation entre texte et architecture est aussi saine que ce que je souhaite? L'histoire de la relation entre littérature et architecture est plus ancienne que ce qu'il n'y paraît. Je vais vous parler d'un exemple célèbre que beaucoup d'entre vous connaissent et qu'il est intéressant de regarder à nouveau avec en tête la révolution des prompts qui nous ensevelit. Au 1er siècle de notre ère, Pline le Jeune, dans une lettre qu'il adresse à son ami Galien, décrit avec beaucoup de détails une de ses villas de vacances, la villa Laurentine. Je ne peux pas lire tout le texte et vous engage à le découvrir dans sa version complète, avec toutes les autres descriptions d'architecture de Pline, mais je vous donne ici quelques phrases qui témoignent à la fois de la précision de Pline et de la beauté de sa langue. Donc je le cite, en parlant de sa maison. « Une salle à manger assez belle, en saillie sur le rivage, que les vagues, quand le vent d'Afrique soulève la mer, viennent, déjà brisées et expirantes, effleurer légèrement. » Et plus loin, « Ce sont les quartiers d'hiver, c'est aussi le gymnase de mes gens. En cet endroit, tous les vents se taisent, excepté ceux qui amènent les nuages et voilent le ciel, mais laissent l'endroit praticable. » Et enfin, plus loin, « À ces locaux touche une piscine d'eau chaude merveilleuse dans laquelle on peut nager en regardant la mer. » La villa est décrite précisément en mettant l'accent sur ses qualités, car Pline souhaite que son cher ami Galien vienne le visiter. À chaque pièce, des renseignements sur les orientations, la façon dont le soleil peut rentrer, la façon dont les ouvertures peuvent ou non laisser passer les vents, l'épaisseur des murs, retenir ou pas la chaleur. Plusieurs fois dans le texte, Pline explique comment les vues traversent les différentes pièces et comment le regard peut s'échapper vers les montagnes et la mer. Ce qui fait la spécificité de ce texte, c'est qu'il décrit une architecture domestique avec des mots simples et un souci de vérité factuelle, même si Pline laisse transparaître le bonheur qu'il a de pouvoir profiter de sa maison. Déjà dans le monde grec, des architectures ont été décrites par des historiens ou des voyageurs, mais toujours des architectures institutionnelles, monumentales, civiles ou religieuses. Pausanias décrit des sanctuaires, des temples et l'antre de Trophonios, qui est la porte des enfers. Diodore de Sicile décrit des objets exceptionnels. Thèbes et son Ramesséum, Babylone et ses jardins suspendus, les constructions de Dédale en Sicile, le palais de Persépolis et bien d'autres encore. Il vante la grandeur des architectures, mais au contraire de Pline, il ne veut pas rapprocher le lecteur de l'architecture décrite. Il maintient une distance par l'emphase et un certain goût pour l'exagération. Mais j'en reviens à Pline et à sa Laurentine. Son texte, depuis plus de 5 siècles, a excité l'imagination des architectes et des antiquaires. La première restitution dessinée par un certain Scamozzi date de 1615. Elle est reprise et redessinée par Félibien en 1699. Jusqu'en 1944, 22 restitutions complètes ont été tentées par des architectes. Ici, vous avez John Soane qui s'est prêté à l'exercice. Donc 22 restitutions ont été tentées par des architectes, des antiquaires et des archéologues, complétées par d'autres restitutions d'un intérêt mineur, ainsi que par des travaux d'étudiants, dont on voit un exemple ici, qui ont répondu à un concours d'émulation en 1818. En 1924, il existe déjà un ouvrage qui recense les différentes restitutions de la villa Laurentine. Là, vous avez un exemple de la restitution de Schinkel. Et voilà une comparaison de toutes les restitutions qui ont été faites. Aucune de ces restitutions n'a été confirmée ou infirmée par des trouvailles archéologiques. Ce qui est frappant quand on regarde ceux qui ont tenté de traduire en plan le texte de Pline le Jeune, c'est qu'ils ont tous rempli les blancs, remplacé l'incertitude par des vraisemblances tirées de leur propre culture et connaissance du monde antique.
Quand Félibien le fait avec de l'architecture Louis XIII, c'est voyant et assez ridicule. Mais quand les connaisseurs de Vitruve et des maisons pompéiennes le font après la naissance de l'archéologie, c'est déjà beaucoup plus convaincant. En fait, tous ces architectes ont travaillé à la manière du NIA, en devinant les intentions matérielles derrière les mots et en agrégeant des références antérieures ou équivalentes. La seule différence avec l'IA, c'est que ces architectes n'ont pas délégué à une machine la manipulation des références. Certes, aucun cerveau humain ne manipulera autant de références qu'une IA, mais quelle IA saura reproduire la beauté de la sélection qu'opère le cerveau, la gestion d'une mémoire partielle, volatile, orientée, mais qui constitue à elle seule toute l'originalité d'une vision fabriquée par une époque, une éducation et un environnement visuel. Aucune restitution de la villa laurentine n'est la bonne ou la vraie, mais elles sont toutes valables, ne serait-ce que par leur valeur de corpus, témoin des évolutions des styles, autant que de l'apparition et des progrès de l'archéologie. Plus récemment, en 1982, un concours d'émulation est imaginé par Maurice Culot et Pierre Pinon, à l'occasion d'un colloque organisé en 1981 sur le thème « Présence de l'architecture et du urbanisme romain ». Ce concours cherche à entretenir la flamme pour l'antique à l'heure où les références classiques sont au choix galvaudées ou ressuscitées par le postmodernisme. Il ne s'agit pas de créer une rupture, mais plutôt de faire renaître la curiosité pour l'antique et le plaisir de dessiner à partir d'un texte. N'est-ce pas ce que font tous les architectes, traduire les mots des clients en projet matériel? On retrouve d'illustres noms parmi les participants. Léon Krier, donc vous voyez ici la restitution en plan et en perspective, ainsi que l'image de couverture du livre. Bernard Huette, Jean-Pierre Adam et d'autres moins illustres se prêtent à l'exercice également. En tout, il y a 11 architectes ou équipes d'architectes. On est frappé par le sérieux avec lequel les participants se sont prêtés à l'exercice sans contre-pied, sauf pour une équipe, j'y reviendrai, mais plutôt par des démonstrations de connaissances fines des canons vitruviens. Alors, le texte de Pline est-il l'ancêtre d'un prompt? Il décrit assez fidèlement une réalité. Il donne des dimensions relatives, des orientations, des indications précises sur les vues, les ambiances, mais aussi les usages à différentes heures de la journée. En cela, il est aussi précis qu'un prompt. Et si on nourrissait une IA avec ce texte, peut-être obtiendrait-on quelque chose de relativement probable. ChatGPT cracherait en quelques millisecondes une villa vraisemblable, une architecture crédible, construite à partir de tous les textes qui ont fondé ou accompagné l'architecture classique. ChatGPT puiserait très facilement dans le corpus des villas romaines, parfaitement fouillées et étudiées par des armées d'archéologues, décrites et aimées par des armées d'écrivains, dessinées et peintes par des armées d'artistes. ChatGPT ou une de ses petites sœurs ferait probablement en quelques secondes mieux que les 22 restitutions de la villa laurentine qui existent déjà. ChatGPT serait plus complet, plus exhaustif, mais est-ce que ChatGPT ne serait pas plus ennuyeux, incapable qu'il est de faire un pas de côté? Est-ce que l'algorithme supporte l'à peu près, l'indécis, l'approximation et même la mauvaise foi? Par exemple, dans le concours d'émulation de 1982, 2 architectes archéologues, Philippe Fraisse et Jean-Pierre Braun, osent la pirouette et le contre-pied et répondent par l'absurde avec un projet de jeu de société, le Monopoline. Donc vous voyez ici les images. Au-delà de la blague, ils entendent souligner qu'aucune restitution archéologique n'est possible sans trace matérielle. Leur réponse est un détournement, une réponse à côté pour signifier quelque chose. Est-ce que ChatGPT est capable de répondre à côté pour signifier quelque chose? Je ne pense pas, car il faudrait douer ChatGPT de mauvaise foi, d'esprit d'escalier, d'un brin de perversité, en somme, d'un peu d'intelligence imparfaitement humaine. Si l'IA fonctionne en amassant des données et crée en assemblant des bouts de réalité pour fabriquer de la vraisemblance, ceux qui ont commencé au XVIe siècle à restituer la villa laurentine n'avaient même pas de sciences archéologiques pour puiser des références. Pompéi est fouillée à partir du milieu du XVIIIe et la villa romaine est bien connue à partir du XIXe. Finalement, les architectes ont su dessiner des projets pour cette villa, tous vraisemblables, tous faux, mais nourris de leurs influences. L'IA essaye d'imiter cette capacité à brasser les références, à puiser dans notre corpus de culture architecturale, mais elle ne sait pas faire tenir le tout avec le ciment de l'intuition. Nous lui confierions le soin d'hybrider et de malaxer les références, et tout ce qui nous resterait, c'est la question à poser. Mais nous ne sommes pas dans la situation où Pline décrit ce qu'il a sous les yeux et une armée d'architectes essaye de restituer le projet d'origine. Nous sommes dans la situation où nous déléguons à une machine le soin de faire le projet à partir d'une description forcément parcellaire. Les défenseurs de la CEAO, du BIM et maintenant de l'intelligence artificielle nous disent, pour nous rassurer, qu'il ne s'agit que d'outillage.
et que c'est ce que nous en faisons qui déterminera la course des choses. Mais c'est une vision un peu naïve de la puissance de la technique. Évidemment que les outils transforment notre manière de travailler. Nous croyons en maîtriser toutes les conséquences parce que c'est nous qui tenons la souris. Mais par exemple, la relation à l'échelle du plan a complètement changé depuis que nous pouvons zoomer à l'infini. Le dessin informatisé nous fait gagner du temps, mais nous en fait perdre aussi beaucoup, à régler des questions picrocollines qui ne se voient pas du tout sur chantier. Nous ne dessinons pas mieux grâce aux outils de CAO, nous contrôlons mieux des outils qui dessinent à notre place. Alors oui, nous avons gagné du temps pur et brut de dessin, des heures passées penchées sur la table à dessin. Mais la conscience de ces heures nous faisait, à mon avis, beaucoup plus réfléchir à ce que nous dessinions. Les efforts à consentir demandaient un peu de réflexion préalable, personne n'avait envie de corriger 50 fois le plan. Donc on réfléchissait avant de dessiner. Bien sûr, ça n'empêchait pas de faire de mauvais projets ou de construire des choses affreuses. Mais au moins avions-nous encore conscience de la valeur d'un trait. Un trait, c'était à la fois du temps, mais aussi une traduction dans le monde matériel. La révolution CAO nous a éloignés de ces deux notions. Rien n'est plus simple que de redessiner, tout peut s'effacer d'un clic, tout peut se modifier en quelques mouvements de souris. Mais la valeur qu'on prête à un trait a disparu, ou en tout cas demande un effort de maîtrise de soi et de ses pulsions correctrices. Et au même moment, ces traits qui ne valent pas grand-chose dans le monde numérique ont perdu le contact avec la réalité qu'ils représentent. La perte de l'effort de dessin accompagne une ignorance toujours plus grande de l'effort nécessaire à la construction. Nous constatons tous sur nos chantiers que les savoir-faire se perdent. Ce n'est pas par nostalgie ou par passéisme que je le dis, mais l'artisanat du bâtiment se porte mal et ne provoque plus beaucoup de vocation. Le BIM, quant à lui, nous a poussés toujours plus avant dans les bras des produits au détriment de la matière et des matériaux. Un vent contraire est heureusement en train de souffler chez les jeunes architectes dont beaucoup rejettent l'industrialisation de leur métier. L'IA aura, elle aussi, un impact sur notre façon de faire du projet. Nous en maîtriserons certains aspects, mais nous serons également façonnés par la machine. Mais ce qui est bien plus grave que la numérisation du rotring, c'est la sous-traitance de notre cerveau, de notre mémoire et de nos intuitions à un pouvoir des nombres et à la royauté des algorithmes. Alors, est-ce que c'est j'ai inventé un mot, une algorithmarchie? C'est pas très joli, mais peut-être quelqu'un trouvera mieux. 70 ans sous influence de l'industrie du béton, et l'architecture est passée d'une économie globale faite d'un réseau d'exploitants, de transformateurs, d'artisans tous interdépendants et très fortement liés à leur territoire, à une économie très spécialisée qui favorise l'assemblage de produits plutôt que l'agencement de matières et de matériaux. Voyez l'avenir fascinant que nous proposent les amoureux transis de l'industrie du bâtiment, des robots de chantier qui construisent, ou plutôt extrudent, ou suppurent des constructions toutes plus laides les unes que les autres. Attendez, j'en ai d'autres, voilà. Mais faites avec de moins en moins d'intervention humaine, ou plutôt avec une intervention humaine limitée à la programmation de la machine. À ma connaissance, l'IA et la robotisation ne se sont pas encore rencontrées, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Et de même que les promoteurs ont fait des confettis avec nos contrats de maîtrise d'œuvre à l'apparition des solveurs de plans automatiques, ce sont les grandes majors de la construction qui se frottent les mains à l'idée de réduire leurs principaux coûts de fonctionnement, les hommes et leurs salaires. Je vous laisse apprécier. C'est mieux. Il y a un progrès. Mais si plus personne ne dessine, si plus personne ne construit, et que la dernière chose qui nous reste à faire, c'est-à-dire utiliser notre matière grise, sera bientôt sous-traitée à l'IA, on se demande bien à quoi nous servirons. Ah oui, je sais, il nous restera à habiter les maisons faites des colombins empilés, en doom-scrollant jusqu'à ce que la bave nous pende au menton. Alors, imaginez seulement, la CAO et le BIM ont remplacé peu ou prou nos efforts mécaniques de dessinateurs. L'IA ne s'attaque plus à la main, mais au cerveau. Imaginons ensemble les dégâts que cela fera. Je reviens encore une fois sur ma vie rêvée d'architecte, mon parcours pédagogique et professionnel depuis le rotring à l'apparition de l'informatique jusqu'au raffinement récent de Midjourney. Tout ce parcours me donne la chance de savoir quel outil a remplacé le précédent et d'être capable de choisir celui qui est le plus approprié, même si, je l'avoue, les nécessités économiques me poussent plus souvent vers la facilité numérique que vers l'effort patient. Est-ce que nous ne devrions pas offrir à nos étudiants au moins la chance de pouvoir choisir ? Le plus frappant, c'est la vitesse à laquelle la peur a saisi tout le monde. Pas la peur de l'outil, très peu la peur de l'algorithme, les ludites sont de moins en moins nombreux. Mais surtout la peur d'être ringard, dépassé, soupçonné de la pire des souillures, être prudent, voire conservateur, voire réac. Dans l'institution que je connais, c'est-à-dire l'école d'architecture, il est très peu question de peser le pour et le contre, de se demander
à quoi cela pourrait bien nous servir, ni à quel moment il faudrait commencer à l'introduire dans l'enseignement. De toute façon, les étudiants arrivent déjà à mettre S ChatGPT, moquant gentiment les darons que nous sommes, pas assez rapides à rédiger les prompts. Non, nous sommes passés directement à l'ère combinatoire du « il faut qu'on s'en saisisse ». Vite une fiche de poste pour un expert IA qui nous sauvera de l'ignorance, vite une formation express pour les enseignants qui pourraient rester au bord du chemin. C'est comme pour le mécanisme du prompt. Si le résultat ne vous convient pas, c'est que vous avez mal posé la question. Si les nouveaux outils proposés ne vous conviennent pas, ou que vous ne voyez pas exactement pourquoi il faut les enseigner sitôt aux étudiants, c'est certainement que vous avez mal compris de quoi il s'agissait. Le prompt comme façon de déterminer l'architecture, c'est une manière étrange d'envisager le langage, comme tourné vers la seule fonction de porter une réalisation, de signifier du réel pour qu'il advienne. Dans la littérature, cette ligne directe entre parole et désir n'a pas joué que des tours heureux aux personnages de romans. Dans L'amour au temps du choléra, de Gabriel García Márquez, le héros chétif, Florentino Ariza, arrive à conquérir Fermina Daza après une vie entière d'essais infructueux. Il échoue dans ses premières tentatives car il est trop littéral. Il ne parle que de son amour, qu'il écrit sous toutes ses coutures, qu'il détaille jusqu'à l'écœurement, qu'il chante au pied de la maison de Fermina. Fermina rejette cet excès d'amour et épouse Urbino, un médecin plus âgé et plus terre-à-terre. Et lorsque Urbino meurt 40 ans plus tard en essayant de récupérer son perroquet dans un arbre, il laisse Fermina veuve. Florentino repart à l'attaque, mais cette fois-ci, il arrive à ses fins en faisant confiance à son écriture comme possibilité de sortir de soi. Son écriture est rendue plus profonde par l'expérience d'une vie de labeur et de libertinage. Il ne parle plus à Fermina de son amour pour elle, mais il la séduit en lui racontant des histoires, en prenant des voies détournées pour la faire réfléchir au sens de la vie, de la mort et de son veuvage. Fermina comprend enfin que l'homme qui lui faisait une cour presque ridicule parce que littérale était celui qui allait pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin, parce qu'il laissait pour elle de la place dans ses textes. En arrêtant d'être littéral, en arrêtant de déclamer son amour comme on écrirait un prompt, c'est-à-dire un fantasme autoréalisateur, Florentino parvient à ses fins en laissant de l'espace pour que se déploie l'intérêt, puis le désir de Fermina. Alors voyons à notre tour ce que la description littérale d'une intention architecturale peut produire comme architecture. Voyons ce que l'IA nous propose pour le prompt suivant. Dessine-moi un bâtiment dont la base rendrait hommage aux arènes d'Arles et la partie haute au toucher de pinceau de Van Gogh. Je rajoute s'il te plaît parce qu'on ne sait jamais. Hop, un petit coup de moulinette. Bon, ça marche pas encore. Ça marche pas encore. Personne ne voudrait construire ça. Et le prompt était vraiment trop idiot. Je sais, c'est facile de se moquer et de tirer sur les ambulances. Cela dit, les arguments que j'ai cités dans le prompt, donc je les rappelle, ces arguments-là, les arguments cités dans le prompt sont ceux avancés par l'architecte pour expliquer son projet, et les Arlésiens n'ont pas attendu l'IA pour subir les traductions grandiloquentes d'un prompt idiot. Et encore une fois, on n'a pas attendu l'IA pour construire des choses affreuses. Pour tranquilliser les étudiants qui arrivent à l'école d'architecture, je leur dis tout de suite qu'ils n'inventeront rien, au sens où ils ne créeront pas ex nihilo des objets inédits. Au contraire, ils continueront à travailler un sujet éternel, abriter les activités humaines à l'aide d'un corpus de formes, d'organisation, de typologies, de figures qui existent depuis très longtemps avant eux et qui perdureront très longtemps après eux. En leur disant ça, j'ai l'illusion de les arracher au présent de l'injonction créatrice pour les installer dans un courant continu des formes bâties. Je leur dis que ce qui varie, ce sont les conditions d'exercice, le système économique et social dans lequel on agit, la disponibilité de tel ou tel matériau, le consensus sur telle ou telle forme qu'on appelle le style, etc. Mais que les vraies questions transcendent ces conjonctures. Habiter, abriter, accompagner ce qui est commun et ce qui est privé, satisfaire aux besoins de confort, représenter l'institution. Mais finalement, je réalise que je leur demande de se mettre dans la position d'une IA, qui n'est pas embarrassée par un complexe de créateur, mais qui agrège un nombre incalculable de solutions existantes pour vous donner la solution la plus vraisemblable. Je me rends compte avec effroi que cette proposition d'embrasser un corpus, en rejetant la peur de ne pas être original, c'est les pousser vers une méthode proche du travail d'une IA. Alors finalement, qu'est-ce qui fait qu'on distingue encore l'influence humaine dans un artefact? Quel est ce supplément d'âme que les machines n'auront jamais, ou non pas encore, selon qu'on est optimiste ou pessimiste? Je crois que ce supplément d'âme, c'est l'erreur, l'hésitation, l'incomplétude, le hasard heureux, l'intuition que tel assemblage de formes connues constitue en soi quelque chose de nouveau, non pas au sens d'innovant, de monnayable, de reproductible,
mais justement au sens de beauté bizarre, inédite, quelque chose de sublime qui peut naître de deux banalités assemblées. Bien sûr, l'IA est capable de coller toutes sortes de banalités, bien plus vite et bien plus efficacement que nous. Mais qui mieux que nous saura distinguer le suprême du fan-jeu? Qui mieux que nous saura qu'un rien sépare le vulgaire du sublime? Et que de deux cadavres assemblés peut naître un cadavre exquis. Je vous remercie.